Nous allons ici entamer la correction du plan de révision pour le DNB blanc de physique-chimie. Il est évident que si tu n'as pas essayé toi-même de répondre à l'intégralité des questions de ce travail, le simple visionnage de cette vidéo ne sert à rien. Je supposerai donc que tu as lu l'intégralité du sujet et que tu as cherché à répondre à l'intégralité des questions. Dans la première question, on nous demande de justifier que le gaz qui gonfle l'airbag est issu d'une transformation chimique. L'équation de réaction, qui figure juste au-dessus, nous montre que le gaz qui est produit est le diazote, de formule chimique N2. On l'identifie facilement puisque l'état est noté entre parenthèses. À côté de N2, on a du gaz. Eh bien, ce diazote n'existait pas avant. Avant, on a un composé dont on ne donne pas le nom, mais peu importe, de formule chimique NaN3 qui n'a rien à voir avec N2. Donc, N2 est un nouveau produit Il est donc issu d'une transformation chimique. À la deuxième question, on nous demande de donner le nom des produits de la réaction. Le premier produit de formule chimique Na est le sodium. Le fait qu'il y ait un 2 devant indique simplement que pour équilibrer l'équation de réaction, nous devons prendre 2 atomes de sodium. Mais la formule chimique de l'élément reste quand même Na, donc le sodium. Évidemment, tu n'avais pas à connaître le nom du sodium par cœur, il suffit d'aller voir dans le tableau, dans la classification périodique qui est en tête de document, et de trouver la formule chimique Na pour voir que c'est du sodium. Donc Na est du sodium. On sait ensuite qu'il se forme un gaz de formule chimique N2. L'élément N est l'azote. Tu as à le connaître par cœur, mais quand bien même tu ne l'aurais pas connu par cœur, il suffit de regarder dans le tableau pour voir qu'au symbole N correspond l'azote. Et comme il y a un petit 2 en indice, cela signifie qu'il y a 2 atomes d'azote attachés ensemble. C'est du programme de 4e, nous l'avons revu en début de 3e. Il s'agit d'une molécule cette fois-ci, une molécule dont le nom est du diazote, le préfixe di signifiant qu'il y a 2 atomes d'azote attachés ensemble. Nous avons déjà au moins oralement répondu à la question numéro 3 puisqu'on nous demande d'indiquer la composition du gaz produit. Le gaz produit, donc N2, est composé de 2 atomes d'azote. On sait évidemment qu'il y a 2 atomes d'azote, puisqu'il y a un petit 2 en indice, et on sait évidemment que l'élément chimique est de l'azote, parce que N correspond à l'azote. Donc le diazote est composé de 2 atomes d'azote. On nous demande à la quatrième question d'énoncer l'équation de réaction sous forme d'une phrase. Alors, on ne connaît pas le nom de NaN3, il n'est pas donné, mais peu importe, on mettra la formule pour la rédaction simplement. Et il faut ici dire que 2 molécules de, alors ne connaissons pas son nom, NaN3, forment deux atomes de sodium. Le sodium, pour rappel, a la formule chimique, enfin le symbole Na, et 3 molécules de diazote. Là encore, les quantités sont données dans l'équation de réaction. Il suffit d'aller regarder les nombres qui se trouvent devant le sodium
est devant la molécule de diazote. Et enfin, pour rappel également, lorsque l'on veut faire le distinguo entre un atome et une molécule, on rappelle qu'une molécule est un assemblage d'atomes. Par exemple, lorsque l'on voit NaN3, on sait que l'on a un atome de sodium attaché à 3 atomes d'azote. Cela forme donc une molécule. Lorsque l'on parle de sodium tout seul, comme par exemple Na, on sait que c'est un élément seul, il n'y en a pas plusieurs attachés ensemble, sinon il y aurait en indice un petit 2 ou un petit 3 ou un petit 4, peu importe. En tout cas, c'est donc un atome. Il est important lorsque l'on transforme une équation de réaction en phrase, lorsque l'on veut l'énoncer sous forme d'une phrase, il est important de bien respecter cette nomenclature et de bien respecter les noms de molécules. Donc il faut à chaque fois indiquer la quantité, le type de l'espèce, atome ou molécule, et idéalement son nom, ici sodium, diazote, ou si vraiment on ne connaît pas son nom, eh bien on remplacera par la formule chimique. Cinquième question, on nous demande de donner la composition, donc proton, neutron, électron, de l'atome de sodium. L'atome de sodium a pour formule Na. Et si l'on va chercher dans le tableau périodique qui est juste au-dessus, on voit qu'il y a deux données. La donnée qui s'appelle Z, qui correspond, je le rappelle, au numéro atomique, donc au nombre de protons, équivaut 11, et une donnée que l'on appelle A, qui correspond au nombre de nucléons, qui vaut ici 23. Il y a donc 11 protons, puisque Z égale 11, il n'y a pas à se poser de question. Il s'agit d'un atome, il y a donc autant d'électrons que de protons, puisqu'un atome est électriquement neutre. Et nous savons que nous avons 23 nucléons. Les nucléons sont les particules que l'on trouve dans le noyau. Donc on a 23 nucléons. Les nucléons sont les protons, et les nucléons sont également les neutrons. Il faut donc trouver le nombre de neutrons pour que 11 plus le nombre cherché soit égal à 23. Il y a donc 12 neutrons, puisque 11 plus 12, ça nous fait bien 23. 23 nucléons. Sixième question. Un atome de sodium peut former un ion Na+. On nous demande de donner, cette fois-ci, la composition de l'ion sodium. Donc on rappelle que pour devenir un ion, un atome gagne ou perd simplement des électrons. Le reste ne change pas. Donc on sait que l'on a toujours 11 protons, ça ne peut pas changer. On sait qu'on aura toujours 12 neutrons, ça ne changera pas non plus. Et maintenant, il faut trouver combien il y a d'électrons. La formule chimique de l'ion sodium, c'est Na+, ce qui signifie qu'il a perdu un électron. Il avait 11 électrons, il en a donc 10. Je rappelle que les électrons sont des charges négatives, que si l'atome de sodium avait gagné des électrons, il serait chargé négativement. On verra apparaître un Na-. Donc s'il est Na+, c'est qu'il a perdu un électron. Il reste donc 10 électrons. Septième question. Parmi les produits de la réaction, quel est l'élément présent dans l'air? Dans l'air, il n'y a pas de sodium. On fait ici appel aux connaissances du programme de 4e. Et en l'absence même de ces connaissances, elles sont rappelées dans le texte. On nous dit que l'air est composé à 21% de dioxygène et à 78% de diazote. On repérera alors tout de suite que l'élément qui est présent à la fois dans l'air et dans les produits de la réaction est le diazote. C'est le diazote. Huitième et dernière question de cette première partie, on nous demande d'indiquer si le gaz qui gonfle l'airbag est de l'air. Bien sûr, non. L'air est un mélange de gaz, en l'occurrence de dioxygène et de diazote, alors que le gaz qui gonfle l'airbag est du diazote pur. C'est un mélange
de gaz, en l'occurrence du diazote et du dioxygène. Alors que le gaz qui gonfle l'airbag est du diazote. Ce n'est donc pas de l'air. Voilà pour cette première partie qui résume finalement et qui permet de refaire le point avec tout ce que nous avions fait dans la première séquence où nous avions parlé de transformation chimique, de réaction d'oxydation, également dans la deuxième séquence d'atomes et de molécules. Il nous manque évidemment encore la masse volumique, mais qui viendra dans le dernier sujet. On passe ensuite à la feuille numéro 2. Alors, si le premier exercice était un exercice fabriqué maison, sur la base quand même d'une idée d'un sujet de brevet, mais les questions n'étaient pas celles du sujet de brevet, les exercices 2 et 3 sont intégralement tirés de sujets de brevet. Et les questions ont donc exactement le même niveau de difficulté que celles des niveaux de brevet. Pour l'un des deux, pour le premier, l'exercice 2, il s'agissait d'un brevet en lycée agricole, en collège agricole, c'est le DNB agricole. Pour l'exercice numéro 3, on y reviendra, c'était un DNB, tout ce qu'il y a de plus standard. Donc, dans l'exercice numéro 2, on nous propose de parler des hortensias. Nous en avons déjà parlé un petit peu en classe, mais en omettant un élément qui ne nous intéressait pas particulièrement, mais qui apparaît cependant dans ce sujet-là. Donc, exercice numéro 2, qui va nous parler des hortensias. On va parler un petit peu de l'influence du sol sur la couleur des hortensias. Et on sait que la couleur des hortensias dépend de la nature du sol, et c'est ce que nous propose d'analyser ce sujet. Dans la première question, en l'occurrence la question 1.1, on nous dit que le pH du sol du grand-père, on demande de donner le pH du sol du jardin du grand-père. Pour cela, on a les indications données par le papier pH. Lors de la mesure du papier pH, on obtient un jaune ocre. Il suffit donc de se référer au tableau qui est juste en dessous de la question pour voir que lorsqu'on a un jaune ocre, le pH vaut 5. Donc, pH du sol du grand-père égale 5. J'en profite pour rappeler que pH note P minuscule, H majuscule. pH du sol des parents, il n'y a absolument rien de difficile, c'est une simple lecture. On nous dit que la couleur du papier pH est vert foncé. Si on va regarder le pH pour vert foncé, on trouvera une valeur de 8. À la question 1.2, on nous demande la nature, acide, basique ou neutre, du sol du grand-père. Donc là encore, c'est très facile. Pour le grand-père, pH égale 5, donc le sol est acide. On rappelle que dès que le pH est inférieur à 7, on parle de nature acide. À la question 1.3, on nous propose de faire un test chimique à l'hydroxyde de sodium. Alors ce test chimique-là, nous ne l'avons pas fait en classe. Nous avons testé avec l'hydroxyde de sodium les ions métalliques, en l'occurrence les ions Fer2, Fer3, les ions cuivre. Là, on voit qu'on obtient un précipité blanc sur l'image lorsque l'on ajoute de l'hydroxyde de sodium. Alors quel est l'ion mis en évidence par cette expérience et l'ion responsable finalement de la couleur bleue des hortensias? Et je reviendrai sur cette notion de couleur des hortensias parce que ce n'est pas que l'ion détecté qui est responsable de ça. Si on regarde le tableau qui nous est fourni, en présence de soude, donc d'hydroxyde de sodium, soude et hydroxyde de sodium, c'est la même chose, eh bien,
un précipité blanc se forme avec des ions aluminium. Donc, c'est l'ion aluminium Al3+. 1.4. La soude contient des ions HO-, hydroxyde. Indiquez la nature de cette solution. Alors, quand on dit la nature, c'est-à-dire est-ce qu'elle est acide, basique ou neutre? Alors ici, la réponse est simple, elle est basique. On rappelle que les ions hydrogène H+, sont responsables de l'acidité, mais que s'il y a une majorité d'ions HO-, alors la solution est basique. Donc elle est basique, car il y a des ions HO-, sous-entendu en grande quantité, pour que ce soit basique. On va continuer avec la deuxième partie, l'amélioration du sol. Alors on nous parle d'un sac d'engrais, et on commence par voir son pictogramme, le pictogramme qui se trouve dessus, qui permettra de savoir quelles sont les précautions à prendre lors de son usage. Le pictogramme signifie corrosif. Aucun autre mot ne sera admis. Il ne faudra pas dire dangereux, il ne faudra pas dire qu'il attaque la peau. Le mot qui convient, c'est vraiment corrosif. Au niveau des précautions, lorsque l'on utilise un tel produit, il faut évidemment porter des lunettes, c'est le minimum, et idéalement également des gants. Donc, il faut porter des lunettes et des gants. La question 2.3, et je ne l'avais pas vue en donnant ce sujet, n'était pas accessible. J'ai oublié de la retirer. Vous ne pouvez pas y répondre pour l'instant, vous pourrez y répondre dès que l'on aura travaillé sur la notion de poids et de masse. En réalité, l'erreur faite par le grand-père est qu'il parle de poids exprimé en grammes. Or, le poids, on le verra, est une force exprimée en newton, et donc il devrait parler de la masse en grammes et non pas du poids. Donc je vais y répondre, mais si vous n'avez pas su répondre, c'est normal. Il devrait parler de masse en grammes et non de poids. La question 2.4 n'est pas très difficile. On nous demande de calculer le nombre de cuillères nécessaires pour fertiliser les hortensias. Alors, on sait qu'on a une surface au sol de 20 mètres carrés. On sait que la dose à utiliser, en tout cas c'est ce que préconise le grand-père, est de 10 grammes par mètre carré. Donc, si pour 1 mètre carré il faut 10 grammes, et bien pour 20 mètres carrés, il faut 20 fois plus. Donc il faut 10 grammes fois 20. Chaque mètre carré, c'est 10 grammes. Si on a 20 mètres carrés, on fait 10 fois 20, soit 200 grammes. Une cuillère contient, on nous l'a dit, 20 grammes. Il y a 20 grammes dans chaque cuillère. Il faut donc, encore le calcul n'est pas très dur, si c'est 20 grammes par cuillère, et bien pour faire 200 grammes, il faudra 10 cuillères. Il faut donc, on fait 200 divisé par 20, même si le résultat était intuitif sans même faire ce calcul, égale 10 cuillères. Nous en avons presque terminé avec ce sujet sur les hortensias, et il va maintenant être temps de faire la synthèse de tout ce qui a été montré dans ce sujet, et peut-être en profiter pour parler un petit peu du rôle des différents ions dans les couleurs des hortensias. En classe, je vous avais annoncé que la couleur des hortensias dépendait de la nature du sol, acide ou basique. C'est vrai, mais pas seulement. Il faut en plus, pour qu'il change de couleur, qu'il y ait des ions aluminium dans le sol. S'il n'y a que la notion acide ou basique, il n'y aura pas de changement de couleur.
La couleur dépend de la présence des ions aluminium, il en faut, mais aussi du pH. Donc, si on reprend tout ce que nous avons trouvé, on demande quelles sont les conditions pour avoir des hortensias bleus. Donc, pour avoir, c'est la synthèse, pardon, j'ai oublié de noter. Donc, pour la partie synthèse, pour obtenir des hortensias bleues, il nous faudra deux choses. Si on revient à la page 2, la page 2 sur 5, en fait, qui est la première page du sujet au début de l'exercice, et que l'on relit le texte, on voit que Victor est surpris parce que donc c'est la deuxième ligne du sujet, Victor est surpris car dans le jardin de ses parents, les hortensias sont roses, dans ceux de son grand-père, elles sont bleues. On cherche à savoir ce qu'il faut pour avoir des hortensias bleues. On va donc s'intéresser aux conditions dans le jardin du grand-père. Or, dans le jardin du grand-père, le pH, je vous le rappelle, était de 5, c'est-à-dire un sol acide, c'est ce qu'on avait déterminé. Il faut donc un sol acide, c'est la première chose, et c'est ce qu'on a montré ensuite à la question 1.3. Il faut également la présence d'ions aluminium. Si ces deux conditions sont réunies, alors on aura des hortensias bleues. Si le sol est basique ou s'il n'y a pas d'ions aluminium, on aura des hortensias roses. Fin de ce sujet, et on attaque le dernier exercice, et je me rends compte qu'il y a une petite erreur de numérotation, il y en aura d'ailleurs une autre sur une donnée un petit peu plus tard. Donc exercice 3, qui était noté en réalité 2, et on va parler ici de la neige. Là encore, le sujet n'est pas compliqué, et on va voir qu'en une demi-heure, il est largement faisable. Le sujet qu'on vient de traiter devait aussi d'ailleurs durer une demi-heure. On a largement le temps de le faire. Question 1 de ce sujet, donc encore une fois, je suppose que vous avez bien sûr déjà lu l'intégralité du sujet et que vous avez déjà essayé par vous-même de répondre à l'ensemble des questions. Donc, à la question 1, on nous demande de donner la formule chimique de la molécule d'eau et de décrire sa composition. Eh bien, la formule de la molécule d'eau, elle est à connaître par cœur, même si on aurait presque pu la retrouver en regardant l'image, la structure cristalline de la glace au-dessus, mais la formule chimique de l'eau, elle fait partie des formules chimiques que vous devez connaître. C'est H2O. Une molécule d'eau est composée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. À la question 2, on nous demande de classer par ordre croissant les 3 objets de taille, bien sûr, par ordre croissant de taille, les 3 objets qui suivent. On a le choix entre atomes, molécules et flocons de neige. Par ordre croissant, ça veut dire du plus petit au plus grand. Alors évidemment, le plus petit, c'est l'atome. Un atome d'oxygène, ce sera forcément plus petit qu'une molécule qui elle-même est déjà un assemblage, puisqu'il y a des atomes, plusieurs, qui sont attachés ensemble. Donc, l'atome d'oxygène est plus petit que la molécule d'eau, qui est elle-même plus petite que le flocon de neige. C'est logique. Le flocon de neige est constitué de plusieurs molécules, et les molécules sont constituées de plusieurs atomes. Donc, dans cet ordre-là, on va forcément du plus petit au plus grand en donnant atome, molécule, flocon.
À la question numéro 3, on nous propose 4 propositions pour savoir pourquoi en ville il y aurait davantage de chutes de neige. C'est une simple lecture de document. Il n'y a aucune connaissance à avoir pour répondre à cette question. On nous demande si les températures sont plus élevées. On nous dit que les températures sont plus élevées en ville qu'à la campagne. Ce qui est vrai, mais ce qui est plutôt défavorable à la formation de la neige. Il faut qu'il fasse froid pour ça. Si l'air atmosphérique est plus chargé d'humidité à la campagne, si l'air atmosphérique des villes est plus pollué, notamment en particules solides, et si l'air atmosphérique des villes est plus riche en dioxyde de carbone. Donc pour trouver la bonne réponse, il faut aller lire le texte juste au-dessus pour voir un petit peu comment se forment des flocons de neige. Et on nous dit, à l'origine de la croissance d'un flocon, se trouve une minuscule gouttelette, et la solidification de cette gouttelette est engendrée par la présence de fines particules solides. Ensuite, les molécules d'eau présentes dans l'atmosphère se fixent à la surface du noyau de condensation qui a déjà commencé, et ainsi le flocon croît, etc. Donc, on voit bien ici que ce qui est important pour que le flocon puisse commencer sa croissance, c'est d'avoir de fines particules solides. C'est donc bien la proposition C, l'air atmosphérique des villes est plus pollué, notamment en particules solides, qui explique que dans les villes, il neige plus facilement qu'à la campagne. Enfin, et on a presque déjà terminé ce sujet, il s'agit d'une résolution de problème. Alors, attention, ça vaut quand même 14 points. Ça veut dire qu'il va falloir réfléchir un petit peu et éventuellement y passer du temps. Alors j'ai fait une petite erreur de transcription parce que j'ai modifié le sujet pour qu'il soit accessible, comme on n'avait pas encore traité la notion de poids. Et j'ai noté que l'abribus pouvait supporter 2 tonnes. C'est pas 2 tonnes, ce sont 200 kg, pas 2000 kg. On nous demande donc si un abribus pourrait résister à une épaisseur de neige fraîche de 50 cm d'épaisseur. Et il faut voir en réalité, pour savoir s'il peut résister, combien pèseraient ces 50 cm d'épaisseur de neige sur l'abribus. Donc, si on résume la situation assez facilement, on peut modéliser l'abribus comme un parallélépipède, en tout cas son toit. Donc voilà, j'ai dessiné la base du toit. Et sur la base de ce toit, dont les dimensions sont connues, puisque on sait qu'il y a une longueur de 3,6 mètres et qu'il y a une largeur de 1,8 mètres. Et alors on pourrait imaginer que là-dessus, on dépose une couche de neige qui ferait en hauteur 50 cm, donc 0,5 mètres. Donc à partir de là, il est relativement simple de calculer le volume de neige que l'on va avoir dessus. Alors pourquoi le volume de neige? Eh bien, si vous regardez l'énoncé, vous verrez très vite que on vous parle de masse. Il faut qu'on trouve la masse de neige qu'il y a dessus. On nous parle de masse volumique, on nous donne la masse volumique de la neige. En réfléchissant un petit peu, eh bien, si on a la masse volumique, si on a le volume, c'est facile, on va trouver la masse. Et donc on saura très vite si l'abribus peut ou non supporter la masse de neige. Donc, première étape, pour moi, c'est calcul du volume de neige. Il faut toujours exprimer clairement ce que l'on va calculer. Cela simplifiera aussi la correction et facilitera la compréhension par le correcteur. Donc, calcul du volume de neige. Qu'est-ce qu'on sait? La formule est rappelée. Donc, ils sont plutôt sympas dans le sujet, ils pourraient ne pas la donner. Le volume d'un parallélépipède se calcule avec longueur. Donc, parallélépipède, c'est un pavé droit. Donc, le volume d'un pavé droit, soyons précis, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Il suffit de remplacer par les valeurs. Nous avons une longueur de 3,6 mètres, une largeur de 1,6 mètres et une hauteur de 0,5 mètres. C'est la hauteur de neige. Le calcul nous donne de 2,88 mètres cubes.
On nous dit que chaque mètre cube de neige pèse 40 kg. C'est la masse volumique de la neige. Voilà ce que ça signifie. Alors de la neige fraîche, évidemment, si elle est tassée, ce ne sera pas la même chose, mais la neige qui vient de tomber, c'est 40 kg par mètre cube. Donc là, d'un simple regard, on sait tout de suite déjà que l'abribus va tenir. Parce que même s'il y avait 3 mètres cubes de neige, il y en a moins, mais même s'il y avait 3 mètres cubes de neige, 3 mètres cubes fois 40 kg par mètre cube, ça ferait 120 kg. On est loin des 200, ça tient largement, largement. Mais faisons le calcul rigoureusement jusqu'au bout. On sait que la masse volumique, ρ, est égale à masse divisée par volume. Nous cherchons la masse de neige qui est posée sur l'abribus. Et donc, nous allons devoir faire le calcul. M égale ρ fois V. L'application numérique, 40 kg par mètre cube. Alors attention, il faut bien que ce soit la même unité. Si on a en kg par mètre cube, il faut le volume en mètre cube. Ici, c'est le cas, ça tombe bien. Si ce n'avait pas été le cas, il aurait fallu convertir. Donc 40 fois 2,88. Et on arrive à environ 115 kg. On rappelle que l'abribus peut tenir jusqu'à 200 kg, même si dans le sujet j'ai écrit 2 tonnes, il y a bien 200 kg. Donc l'abribus tient largement. Donc, conclusion. La masse de 50 cm de neige sur l'abribus est de 115 kg, ce qui est inférieur aux 200 kg que l'abribus peut supporter. Donc, l'abribus peut résister. Fin de ce 3e exercice et fin du plan de révision pour le DNB blanc de physique-chimie. N'hésitez pas à reprendre seul, sans l'aide de la correction, tous les points qui auraient posé problème pour essayer de les résoudre.